particulier. Vous préférez faire allaiter votre enfant par un ours ou une biche? Non. Une ours. Je vois que monsieur est précis dans la syntaxe. L'avantage de l'ours, c'est que ça dispense du doudou, c'est très pratique. Ah, pas mal. Mais quand même, il faut les faire. Ouais. Puis alors, on vous a posé plein de questions un peu bizarres, en fait, mais c'était pour sentir qu'est-ce qui restait aujourd'hui comme idée de l'ours, comme représentation de l'ours. Parce qu'en fait, c'est un animal qui est très singulier, parce que justement, on aurait plus envie de lui confier ses enfants à allaiter qu'à une biche. Et en même temps, par là-bas, j'entendais qu'on préférait croiser dans la forêt un loup plutôt qu'un ours. Et en fait, l'ours, il réunit ces deux polarités en fait, dans les représentations. D'un côté, le grand prédateur sauvage, synonyme de la puissance, et de l'autre côté, cette figure accueillante, amicale et rassurante. Et alors, en fait, il y a toujours cette ambivalence entre les deux qui traverse toute l'histoire des représentations, et ça commence même à la préhistoire. Oui, en tout cas, c'est l'hypothèse de Michel Pastoureau qu'il existe un véritable culte de l'ours pendant toute la préhistoire, dont on trouve des traces sur les peintures variétales, comme ici celle de Chauvet, qui sont magnifiques, mais dont le témoignage finalement le plus pertinent, c'est ce crâne d'ours qui a été installé sur un autel de pierre, toujours dans la grotte Chauvet, dans une espèce de mise en scène un peu macabre, hein, voilà, pour les archéologues qui l'ont découvert, mais qui semble bien témoigner voilà, d'un culte pour cet animal donc, au cours de la préhistoire. Alors son hypothèse à Pastoureau, c'est que ce culte se prolongerait autour de la Méditerranée jusqu'au Moyen-Âge, prenant chaque fois des formes différentes suivant les cultures, suivant les régions où on le rencontrait. Et une des particularités disons, vraiment saillante de ce culte, c'est qu'il n'apparaît pas dans la Bible, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien d'oriental dans cette dévotion. En fait, l'ours dans la Bible, il est pratiquement absent. Il est présent juste dans une histoire un peu étrange d'un prophète calvite, chauve, donc Élisée, qui se fait moquer par des adolescents. Et finalement, voilà, il vient juste d'être nommé prophète, donc il faut un peu qu'il assoie son autorité, donc il maudit ces adolescents. Et donc deux ours sortent de la forêt et déchirent, c'est le terme biblique, 40 enfants. Donc, c'est une mention, disons très brève hein, de l'ours dans la Bible, qui est assez peu commentée en vérité, mais qui n'occulte pas le culte que l'on retrouve tout autour de la Méditerranée, effectivement dans les cultures gallo-romaines. On a notamment cet objet qui est assez fascinant, hein, qui représente Artio, donc une divinité ursine. Donc l'objet au départ était juste constitué de l'ours, puis on lui a adjoint cette personnification humaine dans un second temps. Donc ça, c'est disons la forme que ça peut prendre dans le monde gallo-romain, mais disons le lieu de développement le plus intense de l'ours, c'est sans conteste le domaine germain, où là l'ours joue véritablement le rôle de roi des animaux. On le retrouve au cœur d'actions rituelles très complexes, où il s'agit de tuer des ours dans des combats ritualisés, de boire son sang, de manger de la chair crue, pour en accaparer les valeurs de force, de fertilité. Alors, toute une série de pratiques dont vous imaginez bien qu'elles suscitent des critiques très vives de la part des prédicateurs chrétiens qui vont rencontrer ces pratiques. Et il y a un cas un peu particulier hein, qui est connu par des sagas islandaises rédigées au XIIIe siècle. C'est le cas des berserkir. Donc c'est en fait un phénomène qui est beaucoup plus ancien. C'est en vérité une caste de guerriers qui vont nus. Alors ça ne se voit pas sur cet objet en fait qui est une pièce de jeu d'échecs, hein, mais qui vont au combat nus seulement vêtus d'une peau
et puis qui rentrent dans une espèce de transe, de fureur guerrière, notamment parce qu'ils sont vêtus d'une cape faite d'une peau d'ours. Et là, il y a, disons, une forme d'appropriation de la force de l'ours pour des vertus guerrières, qui a donné l'expression anglaise, to go berserk, qui veut dire donc, littéralement péter les plombs, jusqu'à aujourd'hui. Et bon, c'est un peu un souvenir, disons, de cette force de l'ours dans notre vocabulaire contemporain. C'est normal qu'il mange sur beaucoup. Alors, ça fait partie voilà, de cette transe guerrière, comme ça, où en effet on décrit le fait que, voilà, pris dans cette furie, ils pouvaient voilà, mordre leur bouclier, ce qui rapproche du coup ce pion d'échec des berserkers. En vérité, on n'est pas sûr que ça représente exactement ça. Et donc, l'Église essaye de s'approprier un petit peu cette force de l'ours, tout d'abord en incluant dans ses lieux rituels. Donc, c'est par exemple ici le cas de façon assez spectaculaire, dans une église qui est en Alsace, dans le petit village d'Andlau, où vous avez dans la crypte un ours sculpté, grandeur nature, enfin une ours plutôt, et qui vraisemblablement remplaçait une ours vivante qui a été conservée dans cette crypte. Donc c'est relié à des récits géographiques, mais on voit bien ici la volonté d'appropriation de la part de l'Église de ces anciens cultes. Il y a un autre cas qui est peut-être encore plus frappant, c'est ce portail d'église qui est conservé à Bourges, et qui est l'église Saint-Ursin. Alors Saint-Ursin, c'est intéressant parce qu'évidemment c'est déjà un nom d'ours, mais en plus c'est à Bourges, donc dans le Berry, et donc tous les noms effectivement qui contiennent la racine ber, comme le Berry, Bernard, Bernadette, c'est des mots qui évoquent le monde. Est-ce qu'il y a des Bernard parmi vous? Non. Ça marche aussi avec Martin. Martin. Arthur. Martine? Alors ça marche Ah, aussi vous avec... n'êtes pas obligé de lever le doigt. Hein, mais, vous saviez que votre nom voulait dire ours? Ça marche aussi avec Arthur, si jamais il y a... Arthur? En fait, c'est la racine art. Comme on a dit tout à l'heure, la divinité Artio, la divinité gauloise, et toute la racine art, effectivement, a donné Martin, Arthur, etc. Et Bernard, c'est ce qui a donné beer en anglais, etc. Et donc... Bertrand aussi? Bertrand peut-être. Je suis pas sûr pour Bertrand. Mais d'ailleurs, Berry, en fait, Berry c'était la terre des ours, c'est ça? C'est ça. C'était une région. Et en fait, on s'attend pas trop, là, quand on va dans le Berry, donc au sud de Paris, à rencontrer des ours. Et pourtant, en fait, dans la Gaule, les ours étaient partout en France. Et ils ont été repoussés progressivement, en fait, jusque dans les montagnes. Et c'est devenu un animal montagnard à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle à peu près. Et à partir de l'an 1000, en fait, l'ours a reculé de son habitat à l'époque naturelle, qui était en fait un habitat de plaine. Alors du coup, pour revenir un peu à ce portail, il a un côté surprenant parce que, vous voyez, c'est un portail d'église, mais il n'y a aucune scène à proprement parler qui soit religieuse. Vous avez tout en haut là une fable, hein, c'est l'enterrement de renard. Vous avez au centre une scène de chasse qui est une chasse au sanglier, qui est inspirée d'un tombeau gallo-romain, mais c'est une autre histoire. Et vous avez en bas un calendrier qu'on trouve souvent sur les portails des églises. Alors vous allez me dire, où est l'ursin là-dedans, où est l'ours? En fait, il y est de façon un peu subtile dans le calendrier. C'est-à-dire que si vous regardez bien, vous voyez que le premier mois, c'est cet homme qui se réchauffe les pieds auprès d'un feu. Et l'inscription qui est en dessous ne permet pas le doute, c'est bien le mois de février. Et le fait de faire commencer l'année au mois de février, c'est quelque chose qui est extrêmement signifiant, parce que le 2 février, dans le calendrier, disons, traditionnel, c'est la date de la sortie de l'ours. Tu veux dire la fin de l'hivernation? Voilà, c'est la fin de l'hibernation, c'est voilà, un moment qui lance tout un temps folklorique, et une fête, disons, qui est extrêmement importante hein, dans le calendrier traditionnel, au point que l'Église, pour effectivement un petit peu l'occulter, a surinvesti cette date de toute une série de célébrations. Donc c'est les relevailles de la Vierge 40 jours après voilà, la naissance, c'est la présentation au temple, et c'est surtout la Chandeleur, qui est une fête, disons, très folklorisée, avec tout ce rituel autour des chandelles. Une façon, en gros, d'occuper la population, enfin, autant que faire se peut dans cette journée, pour que, finalement, on ne pense pas à l'autre. Et alors, évidemment, là, on est dans un processus un petit peu
avec ce portail, disons, de suggestion de l'ours, d'appropriation de l'ours sur un mode, disons, très, très subtil. Hein. On va se dire, voilà, on fait quand même commencer le calendrier en février, mais on est dans un cadre ecclésial. Mais de manière plus générale, la stratégie de l'Église, ça va être d'humilier l'ours, de le rabaisser, de lui faire perdre sa superbe de grand prédateur des forêts. Et on va voir toute une série de récits de vie de saints qui vont instrumentaliser les ours, vont les manipuler pour leur donner un statut, disons, un petit peu moins glorieux. Alors c'est typiquement l'histoire de Saint Gall, que vous voyez ici. Donc Saint Gall se lie d'amitié, c'est Saint Gall ici, avec un ours qui est là. Et l'ours apporte des petites bûchettes pour le feu de Saint Gall, pour qu'il fasse son feu. Donc là on le voit en train d'apporter une bûche. Donc on comprend que c'est quelque chose évidemment beaucoup moins glorieux. Et Saint Gall est reconnaissant et il lui offre du pain. Ici, donc voilà, opération de commensalité extrêmement importante. Hein. Il lui offre l'objet même de la civilisation, les céréales, la culture. Il en fait littéralement son copain. Hein. C'est vraiment cette appropriation, cette rentrée de l'ours dans le domaine du domestique, du civilisé. Et on le trouve aussi dans l'histoire de Saint Martin. Donc vous vous rappelez, Martin, saint aussi un peu l'ursin hein, par son nom. Alors lui, il est encore plus parce que la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Et le 11 novembre, c'est à l'autre bout du calendrier, le début de l'hibernation de l'ours. Donc c'est vraiment, disons, un saint qui est très marqué par cet animal. Et bon, lui, il a la difficulté d'avoir son âne qui se fait manger par un ours. Mais comme c'est Saint-Martin, l'ours regrette énormément et se propose de lui porter un petit peu voilà, ses bagages en lieu et place de l'ours. Et donc là, de l'âne, évidemment. Et donc, vous voyez à quel point voilà, ce symbole de force guerrière et virile est devenu un substitut de bourricot. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a perdu complètement sa superbe. Et au final, l'ours est rabaissé de plus en plus, que l'on s'avance dans le Moyen-Âge, à un animal de foire, un animal que l'on montre, un animal ridiculisé. Encore une fois, pour lui faire perdre, disons, son prestige guerrier et païen. Alors tout ce processus que décrit Pastoureau, qui est celle effectivement une déchéance de l'ours, c'est le titre de son livre, hein, c'est l'histoire d'un roi déchu, puisque l'Église va lui substituer un autre roi qui est le lion, donc un roi biblique, donc un animal qu'on ne croise pas dans les forêts, donc on ne risque pas, disons, d'adorer de façon concrète, qui est un animal littéraire, biblique. Ça concerne vraiment les prescriptions, disons, ecclésiastiques, religieuses. Mais ça serait faux d'imaginer que la fascination virile ou guerrière qu'exerce l'ours disparaît avec, disons, cette entreprise de substitution que fait l'Église. Alors en fait, elle se prolonge largement dans le domaine artistique. Et là, par exemple, vous avez dans le Codex Manesse, qui est un recueil des plus grands poètes allemands du début du XIVe siècle, ce poète qui est représenté dans un corps à corps avec un ours. Et c'est une image parmi mille, disons, de valorisation de ces rencontres qui sont appropriées, disons, par la littérature, notamment, disons, à vocation aristocratique, qui met en scène, disons, ces corps à corps entre l'homme et l'ours. Alors c'est quelque chose qui va se prolonger dans le Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, avec ce genre de représentation que peut-être Anne... En fait, ça perdure aussi dans l'art synégétique, puisque là, ce sont des tapisseries en fait, qui étaient destinées aux Médicis, donc au XVIe siècle, et qui décrivent le bestiaire des animaux chassés et des techniques de chasse. Donc en fait, l'ours, il apparaît dans ce type de corps à corps avec le guerrier, et en fait, il y a dans ce corps à corps un test de bravoure. Et il y a beaucoup de récits historiques ou étiologiques qui racontent justement des interactions comme ça au corps à corps avec l'ours et des combats d'homme à ours si on veut, qui se soldent par la victoire de l'homme ou parfois de l'ours aussi, et parfois les deux en fait dans certaines versions romancisées finissent en embrassade tous les deux blessés à mort. J'ai complètement oublié. Excuse-moi, j'ai complètement oublié. Excusez-moi. Mademoiselle, est-ce que vous voulez venir avec moi? Bien sûr.
quelqu'un d'autre? Non, vous venez alors. Voilà, voilà. C'est juste, mais là, Anne, c'est juste oublié, c'est normal de le... Hein, parce qu'en fait, ils sont là-haut, mais Normalement, aussi, ils sont là-haut, ouais. ils sont parfois en bas. Tenez, venez. Ah, voilà. Et on vous laisse quelques instants. Allez-y, va. Pas de problème. Voilà. Bon, ben, on va attendre un petit peu. On peut continuer? On peut continuer, voilà, on peut continuer. On peut continuer. Je crois que tu avais une autre interprétation de cette image. Oui, en fait, c'est vrai que l'ours a la réputation de tuer ses victimes, non pas en fait en les dévorant, mais plutôt en les embrassant. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en fait, il ne les déchire pas, comme dans la Bible, mais au Moyen-Âge, il les étouffe en les serrant contre lui. Ah oui? Oui. Il fait tout ça. Et en fait, ça donne une dimension en vérité très sexuelle dans les relations entre chasseurs et chassés avec l'ours. Oui. C'est quand même... Je vais... Oui. Mais... Bon, ok. Je vais peut-être la récupérer. Mademoiselle? Oui. Voilà. Et vos sensations alors? Pas mal. Ben voilà. Merci beaucoup, ça va aller? Ben voilà. Donc cette sexualisation disons, de la chasse dans le cadre de l'ours, en fait, elle est particulièrement prégnante dans cette image, hein, où on voit bien évidemment que la dague, le couteau, je ne sais pas quel est le terme précis, disons, la dague voilà, du chasseur, effectivement, est en lieu et place, disons, du sexe. Et là, il y a quelque chose, disons, de très sexuel, sans doute, dans cette image, mais qui renvoie aussi à toute une série de récits connus à travers toute l'Europe, qui veulent que l'ours vienne, disons, enlever les jeunes femmes pour les violer. Et donc, parce que l'ours a également la capacité de s'accoupler face à face, comme les hommes peuvent le faire, ce que les autres animaux n'ont pas la capacité de faire, du moins le premier temps. Excusez-moi, monsieur, vous voulez bien venir avec moi parce que franchement, je pense que là, ça vous embête. Ça vous embête, monsieur. Alors voilà. Excuse-moi 2 secondes. Allez-y. C'est pas mal. Il est en train de tester sa virilité, je crois. Quelque chose comme ça, non? Alors, bon, c'est vrai que ce qui est intéressant dans les unions entre humains et ours, c'est que c'est des unions fertiles. C'est-à-dire que des hybrides peuvent naître de ce type de rencontres, à la différence par exemple des relations homme-cochon. Bien que le cochon soit très proche de l'homme, il n'y a pas de récit, disons, d'hybridation homme-cochon, mais il y a toute une série de récits d'hybrides issus de ces femmes, disons, enlevées par des hommes, et ça donne la tradition, par des ours, ça donne la tradition que l'on appelle sous le nom de Jean de l'ours, donc cette figure voilà, d'homme sauvage qui a gardé de son père la violence, la force, l'obsession sexuelle, qui vont avoir des destins toujours terribles, vont évidemment tuer des ours eux-mêmes. Donc là, il y a, disons, cette création hein, d'homme sauvage, et cette figure de l'homme sauvage qui va se développer à la fin du Moyen-Âge, elle va petit à petit se substituer à la figure de l'ours au sein de l'imaginaire, et c'est désormais cette forme hybridée qui va devenir disons, le réceptacle des croyances ou des désirs d'une nature disons, fertile, mais aussi un petit peu inquiétante, sans doute. Alors, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des formes d'hybridation par filiation, comme ça, mais il peut aussi y en avoir par le biais de l'allaitement. Et ça, c'est typiquement le cas de Valentin et Orson, voilà, une histoire que vous connaissez sans doute voilà, tous. Vous connaissez Valentin et Orson? Moi, personnellement, non. Hein. Bon, en fait, c'est Orson comme Orson. Comme Orson Welles. Orson Welles? Oui, c'est comme Orson Welles. Oui. Donc, bon, l'histoire de Valentin et Orson, en fait, elle est très simple. Hein, c'est une histoire un petit peu
qui démarre de manière un peu rocambolesque. On la voit bien sur cette image. En fait, c'est une femme qui est grecque et qui se promène dans une forêt de France enceinte. Et au moment, disons, d'accoucher, elle accouche en réalité dans la forêt. Et une ours s'approche et vient voler le premier des jumeaux auxquels elle donne naissance. Donc là, on voit bien l'image de l'ours, c'est comme le petit jumeau, mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que pour une jeune accouchée, en fait, son premier réflexe, c'est de partir à la poursuite de l'ours. Ce qui est un élément qui peut se discuter. Mais du coup, elle abandonne son deuxième enfant derrière elle. Et malheureusement, quand elle revient, l'enfant a disparu. Parce qu'il a été lui-même récupéré par Pépin le Bref qui passait par là et qui du coup l'emmène dans son château pour en faire un grand chevalier valeureux, lui donner vraiment le summum de l'éducation courtoise, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le premier, celui qui est enlevé par la louve, qui va donc s'appeler l'ours, qui s'appelle donc Orson, donc va être allaité par la louve en compagnie des petits oursons. Et ça va avoir une conséquence fâcheuse, c'est que ça développe une certaine pilosité. Donc on le voit ici sur les bras, aussi sur les cuisseaux. Bon, voilà, il y a les ours ici, puis Orson est là. Et Orson va donc devenir naturellement un homme sauvage, un peu comme Jean de l'Ours. Il va terroriser tout le monde dans la région, et au point que ça devient insupportable et que tout naturellement va faire appel au plus valeureux des chevaliers de la région, Valentin, pour venir se débarrasser de Orson. Et donc là, on a un grand récit de rencontre nature-culture où Valentin, le civilisé, va effectivement aller chasser son frère, le ramener à la civilisation. Il va ensuite le ramener au château de Pépin le Bref, où on va le civiliser de façon, disons, plus ou moins douce, c'est-à-dire on va lui donner un nom de baptême, mais on va aussi le tondre, on va le raser, on va lui donner une apparence, disons, voilà, le caractère glabre le caractère glabre qui convient. Si là, tu peux faire quelque chose, tu peux faire quelque chose pour... C'est compliqué là. Oui, Anne, est-ce que tu veux bien aller chercher? Oui. Bon. Tu veux bien continuer? J'attends le spectateur en même temps. D'accord. Ah oui, le spectateur. Excuse-moi, Pierre-Olivier, je pensais pas que ça... Je t'en prie. Il n'y a plus de spectateurs. Il est tout seul. Il est tout seul? Tu peux le détacher? Je vais le détacher. Hein. Il est calme. Oui, Anne, hein? Cette histoire de Valentin et Orson, du sauvage et du civilisé, ils vont former un couple incroyable, ils vont vivre plein d'aventures ensemble. Orson, en fait, au sein du château, va d'abord être bien accueilli, et puis il va devenir presque indésirable, tant il y a une fascination sur les femmes du château, ou qui l'attire peut-être un peu trop aux yeux, disons, de son frère, et il risque à un moment même de devenir roi. Mais de façon, disons, un peu surprenante, Orson choisit de ne pas rester au sein du château, mais vers la fin de sa vie, décide de retourner vers le monde sauvage, mais sous une forme évidemment transformée, pour devenir ermite. Et alors là, à ce titre-là, évidemment, c'est intéressant parce qu'on a typiquement, enfin,
une des premières occurrences de récit initiatique inversé, puisque normalement on a une structure où un homme civilisé va dans une forêt pour s'initier, devenir un homme, etc., puis revenir grandi de cette expérience vers la civilisation. Dans le cas de Valentin et Orson, c'est clairement Orson qui est le vrai héros, et en fait c'est le passage par la civilisation qui va lui servir de passage initiatique et transformateur pour retourner vers la sauvagerie. En ce sens, Valentin et Orson préfigurent le récit, disons, de Tarzan et aussi celui de Babar. Il faut noter qu'il y a une dimension, disons, plus anthropologique dans ce duo, c'est-à-dire que ça marque deux choses. C'est-à-dire d'une part le fait que l'élection par un animal au sein de la nature marque l'écart par rapport à la norme, et c'est un écart qui n'a pas de valeur morale. C'est-à-dire que Valentin, Orson, excusez-moi, est ni bon ni mauvais, simplement il est hors norme, et donc cette élection, cet écart par rapport à la norme, fait qu'il peut être aussi bien du côté de la sauvagerie que de la sainteté. Et là, il y a toute une série de figures, hein, de saints qui sont allaités par des animaux et qui sont entre ces deux bornes. Et puis même de manière plus générale, ces figures de gémellité, on sait, hein, au sens anthropologique, qu'il y a toute une série, on pense évidemment à Romulus et Rémus, à Jacob et Ésaü, des figures effectivement qui à chaque fois représentent deux pôles en fait au sein de l'homme. C'est une construction anthropologique où il s'agit à la fois en fait de tenir un discours sur l'homme avec des polarités qui sont liées au sauvage ou au culturel, et chaque récit présente une forme, disons, d'articulation un peu, disons, différente de ces deux polarités. Bon, soyons concrets. Vous avez parlé de l'ours biologique, enfin les capacités physiques, la fiche technique. Non, pas encore. Ah, alors, l'ours est un mammifère de la famille des oursidés, hein, de l'ordre des carnivores. Il est volontiers omnivore aussi à ses heures. Hein, faute de griffes, il mange volontiers des merles, des baies, des racines, des fruits, tout ce qui se trouve en fait. Hein. Et il est aussi volontiers mellifère. C'est-à-dire qu'il mange du miel, quoi. Oui, oui, du miel, voilà. Alors pour l'ours, ses territoires. Alors là, c'est aussi comme la nourriture, il fait feu de tout bois. Hein. C'est un opportuniste parfait. C'est-à-dire qu'autant il mange de tout et il vit sur à peu près toutes sortes de territoires, et à peu près partout sur la planète, excepté en Afrique et en Australie. On a dénombré environ, enfin pas environ, non, 8 ou 9 espèces d'ours principalement. Comment ça, 8 ou 9? C'est-à-dire que c'est selon les sources. Ah. J'ai vu des sources, il y avait marqué 8, par exemple dans la revue Billboard, vous en avez relevé 9. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais alors c'est parce qu'en fait, on a inclus un nouvel ours, mais qui n'est pas une espèce, et qui est un ours hybride, qui est né en fait de l'hybridation entre les ours bruns et les ours blancs. Et en fait, c'est l'ours du réchauffement climatique, parce que l'ours brun a évolué en ours blanc pour s'adapter à un habitat qui était celui de la banquise. Et dans un contexte où c'est de réchauffement climatique, et ben en fait, les deux habitats se ressemblent de plus en plus, et l'un redescend et l'autre remonte, et ça donne des hybrides, des mélanges. C'est comment On les appelle On les appelle, alors c'est un peu compliqué en fait. Parce que, c'est le mélange du grizzly voilà, et du polar bear. polar bear. C'est le gros lard. Le polar. On parle bien de l'ours. Donc, pour reprendre justement à propos du poids, l'ours, selon les espèces, pèse de 70 à 750-800 kg. La période... Ce que tu oublies de dire, Oui. c'est qu'un bébé ours, quand il naît, en fait, il est gros comme une crevette. Oui, hein. Non, quand même pas. Un peu plus. Un peu plus. Donc, ça fait combien le rapport poids? Ah bah,
je crois qu'il pèse 600 fois moins lourd que ses parents à la naissance. C'est comme si nous, en fait, on accouchait d'un hamster ou d'une souris. Oui, c'est à peu près Bon, à peu près ça, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc moi, ça me fascine. Et donc d'ailleurs, Non, mais c'est fascinant, non, excuse-moi. C'est fascinant, donc, quand même. Imaginez que, quand même, c'est comme si, oui, la taille. Non? Vous vous rendez bien compte? peut-être que c'est lié à la période de gestation qui n'est pas très très longue chez les ours. Elle va de 90 à 165 jours, ce qui pour un gros mammifère comme ça n'est pas énorme. Donc peut-être que le petit doit se finir de l'autre. Ah, ça va vérifier. Et ce qui est très important, Oui. dans la fiche technique, Oui. c'est qu'il est plantigrade. Oui, mais j'allais y venir. Parce que avant le plantigrade, qui n'est pas rien, on va Ah y oui. venir, je voudrais vous parler de la vitesse à laquelle court un ours. C'est quand même Ah oui. très important, parce que si vous avez un ours qui vous prend en chasse, c'est mort. Mais bon, ça va de 30 à 50 km/h selon les espèces. Hein, mais sachez quand même qu'un gros grizzly, le plus lent des gros grizzlies, courra toujours plus vite que le plus rapide des humains. Hein, c'est 45-50 km/h, c'est à peu près la vitesse réglementaire d'une bonne mobilette. C'est pas mal. Voilà. Et en effet, c'est une caractéristique un petit peu singulière, c'est qu'il est plantigrade. Le plantigrade, c'est un mammifère qui marche en posant toute la plante du pied et jusqu'au métatarse du pied. C'est assez rare. Ah oui, mais il n'est pas le seul, hein. Oui, pas tout à fait le seul. Il y a les ratons laveurs. Oui. Oui, oui. Les ratons laveurs, les opossums, les lapins, les souris, j'y reviens, les pandas, les rats, les belettes, les moufettes, les blaireaux et les hérissons. Ils sont plantigrades. Et les hommes. Ah oui, et les hommes. Les hommes. Oui. C'est notre lot commun, voilà. Plantigrade et opportuniste. Alors, c'est vrai que ces différentes caractéristiques, le caractère omnivore, le caractère plantigrade, la possibilité de se verticaliser, c'est toute une série de caractéristiques qui font que l'ours a pris ce caractère d'animal intermédiaire un petit peu entre l'homme et l'animal. Et à ce titre-là, il est entre ces deux grandes catégories, mais de par son régime omnivore, il est aussi entre les grandes catégories animales elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il est un petit peu en porte-à-faux en travers, disons, des grandes catégories médiévales qui opposaient d'un côté les animaux herbivores sauvages, ceux qu'on pouvait manger, et puis les animaux, disons, carnivores, les premiers c'était les animaux herbivores domestiques, ce qu'on mange, hein, les chèvres, les moutons, etc. Et les animaux carnivores sauvages que, depuis que l'Europe est devenue chrétienne, on mange pas. Donc typiquement les loups, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que l'Europe devient chrétienne, on arrête de manger des animaux carnivores. Et pourtant, on mange de l'ours. Alors pourtant on mange de l'ours, mais c'est vrai de manière un petit peu étrange. Par exemple, dans le Ménager de Paris, on trouve des recettes pour accommoder la viande de porc, pour lui donner le goût de l'ours. Donc là on voit bien un petit peu le statut un petit peu intermédiaire. Il s'agit d'en manger sans en manger, quelque chose d'un petit peu hybride de soi-même. Même si c'est vrai que dans la revue, là vous avez des vraies recettes d'ours. Enfin, c'est pas un livre de recettes d'ours seulement, mais effectivement, il y a un article qui parle justement de l'histoire de la consommation de viande d'ours, et ça remonte à très loin. Et ça va jusqu'à des livres de gastronomie régionale où on a les pâtes d'ourson à la mousseline. Et alors en fait, on nous explique qu'il faut les faire mariner plusieurs jours dans du vin, dans des épices, et ensuite on fait rôtir ces pâtes d'ourson et on les mange en sauce pour apparemment rehausser le goût de cette viande qui est un peu fade. Ça fait longtemps que vous avez pas éprouvé ce que c'est de serrer un ours dans ses bras. Hein, tiens, je vous le prête. Tiens. Et vous? Allez. Et vous, monsieur? Ça fait un certain temps? Ah bah tenez, je vous le prête. Non, mais c'est un câlin. Et tu peux nous raconter, Pierre-Olivier, l'histoire de Teddy Bear? Alors oui, c'est vrai que Teddy Bear, c'est censé être, disons, le premier ours en peluche. En fait, c'est lié à
une partie de chasse de Theodore Roosevelt un jour de l'été de 1902, où il était invité à une chasse un peu, disons, diplomatique. Et afin qu'il ne rentre pas bredouille, on avait accroché pour lui un petit ourson à un arbre pour qu'il puisse le tirer facilement. Roosevelt a dit bon, mais si je tue cet ourson, je n'arriverai jamais à regarder mes enfants dans les yeux. Et donc cette anecdote qui a donné l'objet de toute une campagne, en fait, qui sans doute a été mise en scène par Roosevelt lui-même, hein, c'était quelque chose d'absolument politique, a inspiré un certain Maurice Michdom, qui était un immigré russe, et qui a eu l'idée de la première poupée Ursine. Donc ça c'est Teddy Bear, donc Teddy en honneur de Theodore Roosevelt. Mais en fait, alors il y a toute cette belle histoire de Teddy Bear, de Roosevelt, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, en Allemagne, sans concertation apparemment, il y a une certaine Margaret Steiff qui a l'idée, elle aussi, de créer un ours en peluche à partir de croquis que son neveu lui rapporte du zoo. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre que c'est pas juste anecdotique en fait, cet ourson attaché à un arbre et donc Teddy Bear à la gloire du président. Ça dénote aussi un changement du statut en fait de l'ours et des représentations qu'on lui assigne. Et en fait, c'est pas nouveau, c'est les jouets qui ont l'allure d'ours. Il en existe depuis le début, la fin du 19e siècle, mais ils n'ont pas du tout la même allure en fait. Et là, vous voyez un exemple d'un ours qui était un jouet pour enfants, mais qui était encore cette image de l'ours domestiqué, de l'ours dominé en fait. C'est vrai qu'à ce moment-là, l'ours devient un objet transitionnel, un peu au sens de Winnicott. Il sert, disons, d'intermédiaire entre l'enfant et la mère, entre l'enfance et l'adolescence. Mais il a toujours été un intermédiaire au final. Il a toujours été un objet transitionnel entre l'homme et la nature. Il a eu finalement, à travers les différentes périodes, ce rôle, disons, de représentant, disons, des relations que l'on entretient avec le sauvage. Et le fait de serrer effectivement dans ses bras le plus grand prédateur des forêts d'Occident comme un objet à cajoler est sans doute, disons, le signe d'une évolution du rapport avec la nature considérée comme sauvage. Et en fait, c'est là que le livre de Pastoureau s'arrête, et lui, en fait, il parle de revanche de l'ours à travers la figure en fait de cet ourson en peluche qui, alors que les ours des cavernes cohabitaient avec les humains dans les cavernes, et bien maintenant c'est l'ours en peluche en fait qui s'invite, enfin qu'on met dans le lit des enfants. Et alors, nous on pourrait faire l'hypothèse, je ne sais pas si c'est... Moi, mais après avoir mis dans le lit des enfants, on le met dans le... Enfin, l'inverse, après l'avoir mis dans le lit des femmes, on l'a mis dans le lit des enfants. Voilà, c'est ça. Oui, on est bizarre avec les animaux. Et alors, lui fait cette hypothèse de la revanche de l'ours. Moi, je dirais peut-être plutôt la revanche de l'ourson, parce qu'on ne sait pas très bien de quel animal on parle quand on regarde cet ours en peluche. Il a perdu toutes ses caractéristiques de grand prédateur sauvage et de tout ce qu'on disait auparavant sur l'ours comme symbole de puissance et comme ennemi à vaincre. Et on pourrait même dire que cet ourson, il est devenu un peu le symbole de la façon dont on se représente aujourd'hui l'animalité, et on est un petit peu dans la civilisation du Teddy Bear qui porte une vision de l'animal sauvage comme fragile, comme menacé, dont on a envie de se faire le compagnon. Et ce que ça porte en fait, c'est une vision du sauvage un peu fantasmée, comme un espace de pureté, d'harmonie, où on voudrait aller se faire copain-copain avec ces grands prédateurs. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film très connu de Grizzly Man, mais il incarne bien en fait un extrême évidemment de la relation au sauvage aujourd'hui, où en fait il veut prouver au monde qu'on peut cohabiter avec ces grands prédateurs sur un mode amical. Donc on est un peu pris entre ça, entre cette représentation fantasmée du sauvage aujourd'hui, qui est liée à la crise écologique et au sentiment que justement ces grands prédateurs avec lesquels on cohabitait plus ou moins bien jusqu'ici, on a d'ailleurs pas mal éradiqué,
sont en train de disparaître. Et de l'autre côté, on a cet héritage quand même, dont on a parlé tout au long, depuis le début, de ce projet de civilisation qui consiste à éradiquer le sauvage et se faire l'ennemi en fait de ces grands animaux qui incarnent cette sauvagerie. Donc en fait, on est bien embêté. Et dans la revue, il y a un article d'un philosophe, un jeune philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, et qui va tester justement ce paradoxe sur un territoire. Et donc il part au Yellowstone, enfin il nous emmène au Yellowstone à la rencontre des ours. Et donc il part avec ses amis, il commence à pister, il aperçoit une empreinte, et on sent toute l'émotion de suivre la trace de l'animal et de se mettre dans ses pas, de se mettre dans sa tête. Il décrit qu'au bout d'un moment, quand on piste, en fait, on se retrouve quasiment à la place de l'animal. Et finalement, ils tombent sur un grizzly, et donc ils sont tous scotchés, fascinés. Et en fait, le grizzly n'en a strictement rien à faire. Donc c'est assez amusant la façon dont il raconte ça, parce qu'il dit, bon voilà, nous on était complètement scotchés, et le grizzly, nonchalamment, continuait à éclater, à se saisir d'une énorme souche qu'il envoyait voler en 1000 morceaux. Et ce qu'il raconte en fait, c'est que lui, il était, même si justement il fait tout un travail pour s'en détacher, il était habité par ses représentations. Donc il se disait, qui est-ce que je vais rencontrer finalement? Est-ce que je vais rencontrer un ennemi? Est-ce que je vais aller tester ma virilité en fait dans la rencontre avec les ours? Ou bien est-ce que quand il s'aperçoit que l'ours n'en a rien à faire de lui, il dit bon bah manifestement c'est pas vraiment un ennemi, en l'occurrence dans cette situation, mais est-ce que c'est pour autant un ami? Et sa réponse en fait c'est que c'est ni l'un ni l'autre, et c'est un grand prédateur sauvage qui est tout à son affaire dans son habitat naturel. Et du coup il pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut reconstruire des relations au sauvage si on sort de ces deux grands axes là qui ont structuré, on voit toute l'histoire des représentations de la culture occidentale, et si en fait on cherche à cohabiter avec eux. Et donc ce qu'il propose en fait c'est un modèle. Tu peux recommencer, c'est Jean-François qui a apporté un happo, en fait, qu'il a trouvé, il va nous raconter. Ça vient du Canada, là où on chasse l'ours, et les chasseurs utilisent cet happo pour l'attirer. À la différence de la plupart des appos qui imitent le cri de la femelle ou du jeune pour attirer leur congénère, là c'est un happo qui imite plutôt le cri d'un animal en détresse. Donc c'est un animal indéfini, on ne sait pas trop lequel, mais qui est en détresse, on a pu l'entendre. Et l'ours, évidemment, est attiré et cherche cette bête qui est blessée quelque part. Et puis les chasseurs, évidemment, tu l'as rapporté d'où? Bête du Canada, du Nouveau-Brunswick, précisément. D'accord. Et tu as trouvé des choses qui font plus l'ours Qui imitent le cri de l'ours? Non, on n'en est pas trouvé, mais je sais que ça existe. Et les musiciens, donc... mais c'est plutôt celui-là qui fonctionne. C'est plutôt celui-là plutôt que la femelle. Par exemple, pour l'élan, on utilise le cri de la femelle de l'élan ou du jeune de l'élan pour l'attirer. Mais là, c'est la victime, enfin la proie. Le cri de la proie. Mais ça tombe très bien en fait. Merci Jean-François. Moi j'allais dire oui merci, ça fait une très bonne transition en fait parce que vers où je voulais aller. Et parce qu'il invite justement à un modèle, parce qu'il appelle une intelligence diplomatique qui en fait s'appuie sur tout un savoir-faire de la nature qui en partie justement repose sur des techniques très anciennes du pistage qui ont été imaginées par les chasseurs d'abord, et puis aussi comment est-ce qu'on donne des signes à l'animal, comment est-ce qu'on communique avec lui,
Et là, c'est un exemple d'outil qui est issu de notre intelligence éthologique, si on veut, c'est-à-dire qu'on sait comment attirer l'ours en faisant la proie. Et on peut imaginer dans un contexte où le but est autre, et le but est de partager des espaces et de cohabiter avec eux, on peut utiliser toutes ces aptitudes fines qu'on a à l'éthologie et à la compréhension du comportement animal pour mieux cohabiter. Et donc... C'est vrai qu'elle est intéressante cette proposition de Morisot, enfin, cette idée d'une diplomatie avec les animaux, de trouver effectivement une forme de négociation pour se partager la terre. Mais finalement, elle nous met aussi au travail parce qu'elle pose plein de questions un peu fondamentales. Parce que pour qu'il y ait diplomatie, il faut pouvoir négocier, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver un langage commun, une façon, disons, d'échanger, ce qui n'est pas évident, ce qui pose, disons, aussi une série de problèmes théoriques et pratiques. On peut même dire que dans un sens, la volonté, disons, de dialoguer de manière très fine, si on parle de diplomatie, ça peut être aussi une façon de refuser l'altérité, de refuser la part d'incommunicabilité qu'il peut y avoir au-delà des barrières spécifiques, des barrières d'espèce. Et à ce titre-là, on pourrait se dire, pour aller avec lui un peu plus loin, qu'on aurait sans doute intérêt de s'inspirer des théories de Véronique Servais sur le malentendu entre les espèces. Et son approche, elle prend souvent l'exemple du chat. Quand on est avec son chat, le chat peut venir se frotter contre nous, et nous, dans notre système de signes, on l'interprète comme un geste affectif, alors que ce n'est pas du tout le cas pour le chat, parce que simplement, avec ses glandes surrénales, il vient juste marquer son territoire. Mais effectivement, nous, on est content, donc on caresse le chat. Ça, c'est un signe que le chat comprend très bien, qu'il apprécie, donc il continue. Donc nous, on continue, etc. Et donc là, on crée une petite action collective avec le chat et nous, qui est basée sur un gros malentendu, mais qui effectivement convient aux deux pôles. Et donc là, sans doute, si on veut à la fois, disons, négocier tout en respectant, disons, l'altérité animale, on a sans doute intérêt à cultiver, disons, une culture des malentendus. Et ce qui, évidemment, est quelque chose qui peut d'ailleurs nous servir entre humains aussi. Après, on nous dira, c'est bien beau, mais l'ours dans tout ça, parce que ça, c'est des questions, disons, un petit peu générales. L'ours, lui, il nous pose une question qui est très vaste aussi, c'est la question de la possibilité, de la nécessité d'une représentation, de la représentation, même de la représentativité du monde animal. C'est-à-dire que là, on l'a vu, dans toute cette histoire des représentations, l'ours, il joue chaque fois ce rôle d'intermédiaire, de représentant, et c'est un petit peu le cas chez Morisot, il va se confronter à l'ours pour se confronter, faire la rencontre du sauvage, comme ça. Mais du coup, on met sous le dos de l'ours une responsabilité incroyable, c'est-à-dire qu'il doit porter en lui toutes les formes de sauvage, c'est-à-dire la sauvagerie des tiques, la sauvagerie des pangolins, des kiwis, des girafes, que sais-je. Et donc, évidemment, le gros risque, disons, de cette démarche que Morisot essaye d'éviter, c'est d'avoir un rapport à l'animal en général, c'est-à-dire de considérer l'animal comme quelque chose d'homogène. Et évidemment, si on veut aller loin dans ce rapport, disons, de négociation, qui va devenir de toute façon indispensable dans les années à venir, à mon avis, à notre avis, disons, la seule possibilité, c'est de se détacher de cette idée d'une représentation au sein du monde animal, d'abandonner l'idée de représentant et de se concentrer, disons, sur toutes les différentes possibilités, disons, éthologiques que représentent les différentes formes de vie, les différents possibles au sein des non-humains pour pouvoir en profiter le plus possible. Thierry. Un éléphant. Un gorille. Il est énorme, il est presque aussi gros que l'éléphant.
Oh, un dinosaure, je sais pas ce que c'est. Une girafe. Un cerf. Un taureau. Un mouton. Il est presque aussi gros que le taureau, celui-là. Un cochon. Un lion. Un zèbre. Un petit éléphant. Non, moi je suis ton père, non? Ça se voit quand même, non? Ah oui, quand même, oui. Un petit panda. Ah, un ours brun. Arrête de me grimper dessus. Ouais, mais enfin, je suis un singe quand même, c'est normal. Ah, arrête. Tiens, elle part, celle-là. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh, bah, c'est une longue histoire, hein. En tout cas, j'étais là le premier. Mais... qu'est-ce que... il est là. C'est des ours, là, nous aussi, c'est une longue histoire. Ouais, bon, c'est le lion. Ouais, bah, on le saura, les ours, que c'est une longue histoire, franchement. Hein? De toute façon, vous êtes has-been maintenant. Ça va, toi, l'espèce de fauve à crinière, là. Tiens, par exemple, regarde, nous, ce qu'on sait faire. Tu sais te mettre sur les pattes arrière, comme ça, et puis marcher, comme ça. Pom, 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 pom. Ouais, oh, c'est ridicule, ouais. Ouais, bah, pardon. Moi aussi, je sais marcher debout, hein. Bah, c'est normal, t'es un singe. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour ressembler à des hommes, ceux-là? Ouais, bah, c'est le cerf, ça. Toi, ça te va bien, tiens, avec les hommes, tu fais bien de la corrida, toi, non? Bah oui, mais enfin, ça n'a rien à voir. Toi, tu fais bien de la chasse à courre, toi. J'ai pas choisi, bah moi non plus, hein. Oui, bah moi, c'est les rois, ils m'ont trouvé tellement beau qu'ils m'ont pris comme symbole, et puis après, ils ont pas arrêté de me courir après. Remarque, ça m'a fait des bons cuisseaux, regarde. Hop là, par-dessus. Oh, ça va. Oui, bon, bah, c'est bon. Ça suffit maintenant. C'est qui le roi ici? C'est moi. Regardez mes muscles. Je suis très puissant. Oui. Bon, alors c'est vrai que je suis un peu violent, mais je suis très puissant, je peux vous protéger. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quand même, un roi qui mange nos enfants, c'est pas terrible, hein? Y a pas de mais. De toute façon, c'est nous, le roi. D'ailleurs, le roi, il dit nous. Ouais, mais vous aussi. Vous risquez de manger nos enfants. Alors que moi, je mange pas d'enfants et je suis le plus fort de tous. Mais bah, vraiment, c'est toujours la force avec vous, il n'y a que ça qui compte. Mais c'est vraiment pas malin. Et moi, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Une couronne. Une couronne. C'est moi le roi. Un herbivore comme roi des animaux. Je rêve. Bah oui, c'est comme ça. Toi, fais pas trop le malin, je te dis, on va te bouffer, c'est les ours là. Ouais, vous me faites pas peur, gros, espèce de tiens, de gros lard. Elle est bien bonne celle-là. Ouais, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je passe pas 6 mois de l'année à roupiller dans une tanière, bande de feignasses. Ouais, bon, ça va. Bah, dis donc, on parle pas comme ça à un ours, hein, je te signale, hein, c'est le panda, lui, hein. Ouais, c'est vrai, hein. Bon, enfin bon, attendez, c'est lequel, c'est lui. Ouais, bah, toi, un ours, faut pas rêver, hein, t'es... Bon, qu'est-ce que t'es un symbole. Ouais. Ah, tiens, oui, t'es juste un symbole, c'est ça. Ah, bah, ça te va bien.
Ah, l'ours blanc, bah toi aussi, hein. T'es un symbole, je te ferais dire, hein. Un symbole. Tiens, l'ours brun, il est un petit peu jaloux, lui. Bah, faut reconnaître, il a un peu raison. Franchement, le réchauffement climatique, la banquise, le haussement des niveaux de la mer, enfin bon, franchement, hein, tu t'en es bien sorti avec les hommes, toi. Hein, ouais, tu crois, tu trouves? Bah oui. Bah écoute, bon, écoute, on va aller prendre un petit peu l'air. Attention, je vais te bouffer. Attention, mais... Il n'y a plus beaucoup de place. Celui que j'ai lancé dans tes bras, vas-y, colle-moi. Celui que j'ai lancé dans tes bras. Bon, je retourne chez moi.